Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Christelle Curcio, cofondatrice et responsable des makers chez Allegria Tech, l'ambitieuse agence no-code dont nous avions déjà reçu un autre cofondateur, Francis Lelon, dans l'épisode 40. Cette fois, on s'intéresse plus à la méthodologie et à la manière de fonctionner d'Allegria, ainsi qu'au parcours de Christelle, évidemment. Allez, c'est parti. Salut Christelle, merci de me recevoir dans les très beaux bureaux d'Allegria, dans le 8e à Paris, pour répondre à mes questions donc pour le podcast de Contournement. Tu es la cofondatrice de cette ambitieuse agence no-code et tu es notamment responsable des makers. Tu vas nous raconter en quoi ça consiste plus précisément. Et plus globalement, ce dont on va parler, c'est de l'organisation d'Allegria, des outils, de la méthodologie, voilà, comment vous fonctionnez, quels sont vos projets. Il y a plein de sujets très différents que j'ai envie d'aborder. Donc, on va aller droit au but. Je ne vais pas faire une trop longue introduction. Et comme d'habitude, pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors bonjour Alexis et merci de me recevoir. Donc pour me présenter rapidement, donc moi j'ai un parcours dans le digital qui est assez long maintenant malgré mon jeune âge. J'ai commencé en fait à 11 ans à faire mes premières pages web et mes premiers galops d'essai sur le web et dans le digital de manière générale. Comment ? Avec du code, avec en HTML et en CSS et en BB code sur les forums. D'accord. Okay. Et je m'amusais à faire ça en fait, à coder des pages web, à faire des graphismes sur Photoshop et à faire des gifs que je mettais du coup sur mes pages web et je créais des guildes en fait et du coup j'animais aussi un petit peu des communautés sur des guildes en faisant tout ça. Ok. Donc une gameuse aussi alors. Voilà, ouais. Non mais je pense que c'est marrant parce que je m'étais jamais fait la réflexion, mais je pense que le gaming a amené pas mal de gens aussi au métier du numérique, qui soit le design, le code, plein de choses comme ça quoi. Sans parler des gens évidemment qui ont envie de travailler dans le jeu vidéo, ce qui est un peu d'ailleurs ton cas, il me semble que j'ai vu dans ton parcours. Mais du coup je vais te laisser raconter un petit peu ça. Et non mais c'est vrai que pour moi jouer aux jeux vidéo ça m'a beaucoup aidé, que ce soit dans la communication avec les autres de manière digitale, mais aussi en jouant en fait, c'est ça qui m'a permis de monter en compétences dans le web et de créer mes sites et mes pages web là-dedans. Du coup, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait des études dans le web, donc j'ai fait 5 ans en privé et en public à la fac. Je vais pas rentrer dans le détail des études que j'ai faites, mais ça m'a permis de voir un petit peu tous les pans dans ce qu'on pouvait faire dans le web, que ce soit du graphisme, de la communication digitale, développement web aussi. Donc j'ai appris à coder en plus du HTML et CSS que je faisais à l'école quand j'étais plus jeune, mais j'ai appris Java, PHP, MyAdmin, à faire de l'authentification avec PHP MyAdmin avec du MySQL et j'étais vraiment pas forte pour ça, j'y arrivais pas et j'étais bloquée en fait techniquement par mes compétences que j'arrivais pas à développer dans le code et donc pour revenir sur mon parcours, donc j'ai travaillé dans le secteur du luxe chez Instant Luxe pendant 1 an et demi où là je m'occupais plutôt de tout ce qui était visuel, de tout ce qui était UX, UI et tout ce qui était aussi photographie, donc esthétisme global du site, de la marque. Et puis, comme tu disais, j'ai aussi travaillé dans le jeu vidéo pour revenir à ma passion initiale. Donc, j'étais au syndicat national du jeu vidéo où là, je m'occupais de manière générale des projets, de la communication digitale, de la communication événementielle aussi. Et j'ai eu grand plaisir d'organiser le salon qui réunissait des professionnels de jeux vidéo en France. C'était à Lille à l'époque où on
pouvait encore faire des événements physiques. Et voilà, j'ai beaucoup appris de ces 3 ans là-bas. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert Airtable notamment. Ok. Est-ce que, c'est une petite incise, mais est-ce que tu penses que ça pourra nous aider à faire le syndicat du no-code? Complètement. Non, mais c'est un vrai sujet. Bon, en réalité, on en avait parlé vite fait avec Francis, mais ça, je crois que c'est un truc qu'on devrait vraiment faire, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ce sera très important de professionnaliser la filière, et ça passe effectivement par un syndicat. Après, on pourra l'appeler, le nommer comme on veut, mais bien effectivement, sûr, c'est important de pouvoir mobiliser tous les acteurs du secteur pour se structurer, se professionnaliser, et puis en tirer tous les bénéfices aussi derrière. Tout à fait. Bon, ça, c'est un sujet dont on reparlera dans la communauté, ensemble, etc. Mais ouais, je suis content que là, on le dise parce que je pense que c'est un vrai truc. Ça fait un moment que j'y pense aussi. Donc voilà, je sais pas si une association, un syndicat, enfin, quel que soit le mot, mais il faudra, comme tu dis, professionnaliser tout ça. Parenthèse fermée, je te laisse continuer. Alors du coup, pour reprendre, ouais, donc j'étais au SNJV et c'est là que j'ai découvert Airtable pour gérer en fait mes projets. Je gérais tout ce qui était planning éditorial, projet événementiel. Dès qu'on organisait un after work ou autre, en fait, je consignais tout ça dans Airtable. Et moi, j'aime bien quand les données sont bien organisées et bien rangées, bien structurées. Et donc du coup, quand j'ai découvert Airtable, je me suis dit mais c'est génial c'est vraiment fait pour ça initialement. C'est vraiment de la base de données, quoi. Donc ouais, j'ai démarré avec Airtable, bien que j'utilisais aussi, en fait, j'avais refait le site du SNJV avec WordPress et Divi aussi. Donc Divi, c'est un thème plugin qu'on rajoute sur WordPress et qui est en WYSIWYG, donc what you see is what you get, donc qui est complètement visuel pour construire des pages sans avoir besoin de passer par du code. Et là, en l'occurrence, on cliquait sur un texte côté front et puis on pouvait le modifier directement. Donc il n'y avait même pas besoin de passer par le CMS de WordPress derrière. Et en fait, moi, cette recherche, au final, c'est la recherche de l'abstraction. Ça fait longtemps que je le faisais déjà, sans passer par du code, mais effectivement, ouais, ça a démarré avec WordPress, même si à l'époque on mettait pas encore le mot et le terme no code là-dessus, mais si on veut aller chercher plus loin, cette question d'abstraction, on peut la retrouver dès les années 80, donc, où on n'était pas nés. Ni toi ni moi, je pense. Je suis né en 82, je suis pas si jeune que ça, mais j'étais pas encore capable d'observer, de réfléchir un peu aux abstractions visuelles du code, effectivement. Et du coup, donc j'ai quitté le SNJV et je me suis mise en indépendante et j'ai commencé à faire des missions, donc là plutôt autour du product design, pour concevoir, imaginer des produits digitaux de toutes sortes, que ce soit au niveau de la stratégie, du design de manière générale. Et en fait, je réfléchissais déjà avec Francis à cette question de qu'est-ce qu'on peut faire autour du no-code, parce que lui, de son côté, avec Airtable, ça faisait déjà 4 ans ou 3 ans qu'il connaissait cet outil. Et moi, dans ma recherche, en fait, de l'abstraction pour pouvoir créer des choses, sans être bloqué par mes compétences techniques de code, on se disait qu'il y avait quelque chose à faire et mais on savait pas quoi, en fait. C'est marrant parce qu'en plus tu parlais au tout début de un peu cette frustration par rapport à MySQL, et tout de suite après l'outil no-code qui t'a amené au no-code, on va dire, c'est Airtable. Donc je trouve qu'il y a une vraie filiation, parce que c'est vrai que Airtable, c'est une abstraction parfaite des bases de données relationnelles, dont MySQL, quoi. Et c'est tellement plus simple à prendre en main. C'est clair, et agréable, j'ai envie de dire. C'est le jour et la nuit, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, moi, mon vrai déclic par rapport à ça, c'était au premier confinement, donc il y a 1 an, quand j'ai fait la première leçon interactive de Bubble, où justement, je galérais sur PHP MyAdmin à faire juste un système d'authentification, login, logout, sign in, sign up.
En fait, quand tu démarres Bubble, c'est la première leçon interactive. Ça prend même pas 3 minutes et tu crées ce système-là de login logout. Et en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit ah oui, là en fait on peut vraiment faire plein de choses et ça m'a ouvert derrière le champ des possibles de ce qu'on peut créer avec Bubble et tous les autres outils. Donc ça a été un petit peu la révélation pour moi à ce niveau-là. Et du coup au niveau d'Allegria, ça s'est vraiment formalisé donc au cours de l'année 2020. Pendant toute la période du Covid, on a voulu d'abord tester le marché et savoir si ce qu'on allait faire, ça avait du sens, si ça avait de l'utilité. Et donc, j'espère que je vais pas redire la même chose que Francis. Je sais pas s'il l'a dit ou pas la dernière fois, mais en tout cas, ça sera dans des mots différents de toute façon, donc t'inquiète. Et du coup, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le parti de dire à nos premiers clients, voilà, on va essayer de le faire en no-code, mais si jamais on n'y arrive pas, ben on vous rembourse et puis voilà, tant pis, c'est pas grave quoi. Okay. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a jamais remboursé personne parce qu'on a toujours réussi à faire ce qu'on voulait en no-code. Ok. Des fois un peu plus, c'était peut-être un peu plus compliqué ou enfin, vous avez appris aussi en faisant, j'imagine, dans cette phase-là. Ouais. Mais vous êtes toujours allé au bout, quoi. Parce que je crois qu'il avait mentionné justement un projet où vous aviez un peu galéré, mais où vous étiez allé au bout et voilà, c'était le plus important. C'est comme ça qu'on apprend aussi, quoi. C'est ça. On s'est fait un petit peu les mains là-dessus et on a appris effectivement parce que sur les premiers projets, on avait, enfin moi j'avais déjà ces compétences-là sur tout ce qui était web et puis Francis de son parcours aussi. Mais c'est vrai que le no-code c'était nouveau pour nous et ça nous a permis de valider ou pas ces hypothèses et il se trouve que on a réussi et les clients étaient heureux, ils en témoignent encore aujourd'hui et nous d'ailleurs si on s'appelle Allegria, c'est parce que Allegria ça veut dire bonheur et joie de vivre en espagnol et c'est ça qui nous anime au fond. Et on veut partager à travers ce qu'on fait du bonheur à la fois pour les makers, à la fois pour les clients. Ok. Super. Et du coup, ça m'amène un peu à vraiment creuser sur Allegria, sur la manière dont vous fonctionnez, parce que c'est intéressant. Tu parles donc voilà un peu ce risque entre guillemets que vous avez pris d'implémenter en no-code les problématiques. Ce qui m'intéresse, c'est que donc vous êtes une agence d'une certaine taille, ou en tout cas vous avez accès à des projets d'une certaine taille et pas juste des petits sites. Et donc je pense qu'il y a une partie qui est beaucoup sous-estimée, pas par vous, mais par les clients, ou je pense le monde du no-code, c'est tout ce qui est gestion de projet, méthodologie, peut-être même la partie commerciale, avant-vente, etc. Voilà, mais ça on l'a justement pas mal évoqué avec Francis. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on voit comment, tu vois, pour que ces clients soient heureux justement, comment faire. Et parce que tout ne tient pas. Finalement, j'ai envie de dire, je pense même, j'irais même jusqu'à dire que la technique, c'est le dernier truc. Finalement, le client, même, il est même pas censé vraiment savoir si tu t'as fait en Bubble ou en PHP. Finalement, si il a ce qu'il a demandé, au prix qu'il espère payer, et qu'il sera content aussi, quoi. Mais voilà, donc j'aimerais bien qu'on en sache un peu plus là-dessus. Donc, toi, quel est ton rôle exactement? Parce que ton post, je crois, sur LinkedIn, ça dit Chief Maker Officer. Voilà, ouais. Pardon. En quoi ça consiste? Et parle-nous justement un peu des makers. Ouais. Alors du coup mon rôle effectivement c'est Chief Makers Officer et en fait je m'occupe principalement de 2 sujets chez Allegria. Donc le premier c'est effectivement les makers et le deuxième sujet c'est la méthodologie. Donc ça tombe bien. Donc au niveau des makers, l'idée c'est que chez Allegria, on travaille avec des makers du monde entier, bien que la plupart soient français aujourd'hui. C'est cette idée de construire une communauté d'échange, de partage des makers d'Allegria autour du coup des projets qu'on va mener, qu'on va avoir en production pour nos clients. L'idée, c'est d'avoir une communauté qui soit vraiment dans ses valeurs humaines de partage, de bienveillance et de les faire monter en compétences aussi sur des sujets vraiment professionnels. Sur des problématiques concrètes auxquelles on peut être confronté
pour nos clients. Donc l'idée c'est ça, c'est que chaque maker a ses propres expertises. Donc on va avoir des makers qui vont être experts de Bubble par exemple. Donc soit qui vont avoir une expertise par outil, soit une expertise sur la data par exemple de manière générale, soit une expertise plutôt poussée front, UX ou UI. L'idée c'est d'avoir une sorte de melting pot, de confrontation des cultures, des expertises, des spécialisations pour créer une sorte d'émulsion et de faire ressortir les uns et les autres de la meilleure manière possible en fait. Donc ça c'est l'ambition en tout cas de la communauté. Et ça passe par la mise en place de ressources, de mettre à disposition notre expertise les uns les autres, de faire en sorte que les uns les autres échangent entre eux soit sur des problématiques concrètes sur lesquelles ils sont en train de travailler sur une mission par exemple, ou tout simplement des tips, des guides, voilà. Et ça passe aussi par donc la méthodologie qu'on met en place nous chez Allegria. En fait, on a une méthodologie de projet. Alors attends, avant qu'on y vienne, parce que ça m'intéresse beaucoup, hein, donc on va en parler, mais juste pour finir sur ces makers, moi j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur le recrutement déjà, parce que ça c'est qu'on comprenne qui sont les parties prenantes justement qui vont dans la méthodologie. Tu vois, donc on comprend bien que vous voulez faire une communauté aussi finalement de tous ces makers qui s'échangent entre eux. Comment vous les choisissez déjà ? Quel est un peu le process ? Je sais que vous avez un process qui est lui aussi très intéressant, donc est-ce que tu peux nous parler de ça un peu ? Ouais, le process il est assez simple au final. Donc on a des makers qui viennent nous voir, donc qui remplissent un formulaire pour nous expliquer un petit peu leur parcours, qui ils sont, comment ils ont connu le no-code, ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui, et pourquoi ça les intéresse du coup de travailler sur des missions chez nous. Donc ensuite on fait un entretien rapide de 30 minutes pour en savoir plus sur la personne. Donc c'est un entretien en visio, tout ce qu'il y a de plus classique, et on fait passer un cas pratique en fonction de la spécialisation justement du maker. Donc l'idée c'est de savoir si le maker se sent plutôt à l'aise et expert sur du Webflow, sur du Bubble, sur même d'autres outils type Bettyblocks. On en trouve moins des makers qui sont formés déjà là-dessus. Souvent ça va être sur les outils les plus connus dans le no-code, donc Airtable, Zapier, Integromat, cette stack là. Et donc on fait passer un cas pratique technique qu'on laisse du coup une semaine au maker pour nous le renvoyer complété, et à l'issue de ça nous soit on l'onboard avec nous dans la communauté, soit on considère qu'il n'est pas encore assez expert, qu'il est pas encore assez monté en compétences pour pouvoir être placé sur une mission pour nous, parce qu'il faut pas oublier que derrière on a aussi des clients et que même si on a de la bonne volonté, on n'est pas là non plus pour former de zéro les gens, on n'est pas un organisme de formation, donc les makers doivent déjà avoir un certain niveau d'expertise pour pouvoir être missionnés derrière. Comment tu le qualifierais ce niveau ? Parce que c'est vrai qu'on comprend bien que vous pouvez pas, en tout cas à ce stade, et je pense que vous le ferez sûrement plus tard, prendre de paris vraiment sur les gens, vous devez délivrer. Alors moi je connais bien cette problématique aussi pour avoir géré une agence web, et à Simplon du coup c'était une mission un peu différente, et c'était très dur d'avoir tout le temps des gens qui sortaient de formation quand en face t'as un client qui lui ne va faire aucun compromis. Alors à Simplon on avait un petit peu un côté social qui des fois faisait qu'on avait un petit peu d'indulgence, mais vous n'aurez pas à mon avis, même si vous amenez du bonheur à vos clients, ils attendront un travail à la hauteur et des exigences à la hauteur aussi de la facture qu'ils paieront, quoi. Donc comment tu qualifierais un peu ce niveau ? Quand tu dis expert, bon, c'est hyper dur comme question, je sais même pas ce que je répondrais à cette question, mais tu vois, qu'est-ce que t'attends par exemple sur Bubble, si on prend, on peut pas faire tous les outils, mais qu'est-ce qu'il doit savoir faire ou peut-être tu peux nous dire un petit peu, pas tout, j'imagine c'est un peu secret, mais ce qui est un peu dans le test par exemple.
Bah alors, ouais, c'est sûr que je peux pas dire ce qu'il y a dans le test parce que sinon, après, tous les makers qui postuleront sauront déjà. Mais par exemple, pour prendre le cas concret de Bubble, ce qu'on attend d'un maker Bubble, ça dépend après de sa spécialisation pure, mais c'est qu'il comprenne, qu'il sache utiliser les workflows, qu'il ait déjà peut-être développé sa propre méthodologie de nommage, de couleurs, tout simplement, c'est bête, mais de savoir mettre un code couleur sur les différents workflows, pour savoir être organisé, qui documente bien aussi ce qu'il fasse, et ça passe aussi par sa méthodologie, dans le sens où comment est-ce qu'il va venir construire et apporter une solution à ce qu'il va faire. Parce qu'en fait, on regarde à la fois ce qu'il fait en technique, mais comment est-ce qu'il a amené cette solution. Et les deux sujets sont hyper importants, parce que nous, on veut pas juste dire au maker, voilà ce que tu dois faire, ta to-do list, et voilà on n'est pas comme ça. Nous, on est là pour aussi oui, bon, c'est un terme anglais, mais tout ce qui est empowerment, pour empowerer les gens. En capacité, je sais pas. Je sais pas si ça se dit, mais bon. mais du coup, voilà, les deux sont très importants. Donc, il y a bien évidemment la technique. Il faut connaître les principes et comment utiliser ces outils-là, ou cet outil, si le maker est un maker spécialisé Bubble, par exemple. Mais aussi, voilà, comment est-ce qu'il amène cette solution. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ça, c'est beaucoup de gens sous-estiment ça. Encore une fois, c'est ce biais de la technique. Enfin, moi, je l'ai connu dans le dev, et ça, c'est un conseil que je peux donner aux gens, on va dire, qui vont postuler chez vous, tu vois, mais il faut pas juste aller au bout du projet, il faut savoir bien raconter comment on l'a fait, comme tu l'as souligné, hein, vous cherchez justement, vous allez noter certains points. C'est intéressant, par exemple, l'exemple des couleurs. Tu vois, moi, je suis pas un grand bubbler, donc je sais que ça existe, mais par exemple, je le fais pas. Ça, je pense que ça serait quelque chose qui serait négatif dans ma candidature, par exemple, parce qu'effectivement, c'est-à-dire que j'ai pas atteint ce stade de maturité. J'ai pas eu à travailler sur des projets Bubble assez gros qui ont nécessité, par exemple, que je mette en place des couleurs. Ou alors, ça veut dire que j'aurais foutu le bordel dans mes workflows, et donc ça, c'est pas une bonne compétence. Mais du coup, ce truc, moi, je sais, pour recruter beaucoup de développeurs, je serais prêt à prendre quelqu'un qui est un peu moins expert, par contre, qui sait bien expliquer ce qu'il a fait. Parce que déjà, ça prouve que c'est lui qui l'a fait. Ça, on va pas se mentir, hein, aussi, quand on fait des tests comme ça à distance, on sait pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'inventent un peu des vies. Hein. Enfin, j'espère que c'est pas le cas des gens qui postulent chez vous, mais voilà, en tout cas, ou même s'il s'est fait aider, si on sait expliquer, voilà, c'est que, admettons, même, il s'est fait aider. S'il sait l'expliquer, c'est qu'il a compris de toute façon ce qu'il a fait. Et en plus, cette pédagogie, elle va être importante pour la collaboration avec l'équipe, avec le chef de projet, avec, je sais pas, là justement, tu vas nous expliquer un peu comment vous travaillez. Mais voilà, et donc ça, je pense que c'est les gens, quand ils préparent un entretien, ça suffit pas d'être allé au bout du test technique. Il faut préparer comment on va l'expliquer. Et moi, en fait, à la fin, je donnais plus de test technique. En fait, je demandais aux gens d'amener des projets qu'ils avaient fait et qu'ils m'expliquent comment ils les avaient fait, quoi. Et voilà, comme ça on gagnait du temps, mais après c'est pas forcément le même process, mais voilà, dans tous les cas, cette phase-là, elle est très importante. Juste une dernière question, parce que c'est un truc là dont j'ai un peu parlé avec des gens récemment, et c'est une problématique, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que vous avez des critères, je pose la question un peu directement, hein, mais par rapport au CV, même à la personne, hein, disons-le franchement, c'est un sujet qu'on veut aborder aussi, par rapport au genre, mais par rapport aussi au diplôme, tu vois. Est-ce que, voilà, là-dessus, quels sont, tu vois, vos critères ou pas de critères, Mais c'est intéressant que tu poses la question, justement, parce que c'est un sujet auquel on a réfléchi dès le début et on a eu la réponse dès le début. Et en fait, nous, on pense que le no-code, justement, ça permet une plus grande diversité, une plus grande inclusion. Et moi, j'ai envie de dire, si tu es motivé et que tu as envie de travailler sur des projets et de développer une expertise là-dessus, mais en fait, nous, on s'en fiche de ton parcours derrière, de tes diplômes, de tout ce que tu as pu faire au fond, et même si tu es en reconversion, parce qu'en fait, on en a des gens comme ça, des makers, on a un peu tous les cas d'usage, on va dire, des personnes qui sont en reconversion, des jeunes qui se mettent dedans, ou des personnes qui sont pas issues forcément du monde du web.
mais qui sont motivés et qui veulent apprendre. Si on devait avoir un critère, c'est la motivation et envie de développer et de monter en compétence là-dessus. Et moi, c'est ce que je dis quand je fais les entretiens du coup avec les makers. Je pose surtout des questions sur la motivation et sur cet aspect d'avoir envie de participer, travailler en équipe aussi, parce que on y viendra après, mais justement l'idée c'est pas comme on est une agence, on apporte le travail en équipe derrière, mais voilà, on n'a aucun critère sélectif sur que ce soit les diplômes, d'où vient la personne ou autre, et justement c'est ça, on veut créer ce que je disais tout à l'heure aussi, le confrontation culturelle, et ça passera dans la deuxième étape quand on recrutera aussi des makers vraiment du monde entier. Parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment faire émerger des nouvelles idées et créer beaucoup de valeur aussi derrière. Bien sûr. Non, mais c'est un sujet important et je suis content d'entendre ce que tu dis. Après, j'espère aussi que ça sera vraiment dans les faits, enfin pour vous, mais pas pour tout le monde, pour toutes les agences qui se montent, etc. C'est un vrai sujet. Enfin, c'est vrai que avec Erwan, forcément, Erwan encore plus que moi, on a une vraie sensibilité sur ce sujet et que, enfin, on s'est pas mal battu avec ça à Simplon. On espère que justement dans le no-code, on va pas reproduire ce genre de choses, comme tu l'as dit très justement. Hein, le no-code, c'est pour s'ouvrir à tout le monde et pas reproduire ces choses d'élitisme qu'il peut y avoir dans le dev. Donc voilà, enfin nous en tout cas on sera un peu vigilants là-dessus et je dis pas ça par rapport à vous, on va pas être les chiens de garde de ça, mais voilà, j'espère que tous les gens aussi qui écoutent, qui vont faire des agences, qui vont recruter des gens, vraiment auront ces critères-là, parce que sinon je pense qu'on aura raté quelque chose, quoi. Bah complètement. Là c'est l'occasion de pouvoir c'est cette notion de citizen maker aussi qu'on retrouve, qu'on entend beaucoup, et le no-code permet ça, justement, permet d'être accessible, et c'est une porte d'entrée énorme au monde et aux gens qui sont pas issus de la tech, quoi. Ouais, non, carrément. Bon, alors, écoute, on a pas mal tourné autour de cette question de la méthodologie, justement, rentrons vraiment dans le sujet. Comment ça se passe un projet chez vous? Un peu, vraiment, j'ai envie de savoir, à partir du moment où, voilà, Francis a bien vendu le projet au client, que le client a signé, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. En fait, ça dépend complètement du projet, parce qu'on va avoir différents types de projets. Comme on est une agence généraliste, on va avoir soit des sites e-commerce tout simple. On va avoir des marketplaces, tout ce qui, on va vraiment différencier tout ce qui va être site web du logiciel métier, de l'application métier, qu'elle soit web et ou mobile. C'est pas du tout les mêmes manières de constituer les équipes aussi. C'est pas du tout les mêmes outils sur ces deux grands types de projets. Donc ce qu'on fait, c'est que on a chez nous ce qu'on appelle des no-code project leaders, résumé NPL. Donc on parle beaucoup de NPL chez nous pour aller plus vite. Et donc on a le NPL qui est l'équivalent en fait du chef de projet agile dans le monde traditionnel, et c'est le NPL qui va constituer justement son équipe pour un projet. Admettons par exemple, on a un projet qui arrive de CRM pour une entreprise, pour une PME. Et donc on va venir, le NPL va identifier un petit peu la stack pour répondre à ça. Après c'est un travail qui a été fait aussi de concert avec le sales pour vendre ça, et généralement vous savez déjà à peu près quoi. Quand vous avez vendu un projet, vous savez quand même quels outils vont être utilisés. On sait, C'est ça. Donc après, ça va être si par exemple on travaille en mode modulaire où on va faire venir se connecter plusieurs outils entre eux. Là, il y aura peut-être quelques ajustements. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi parler aux makers en amont le plus tôt possible pour les impliquer aussi dans la constitution, la conception de l'outil. Mais le gros travail du NPL, ça va être deux choses. La première, ça va être de tout ce qui va être spécification du produit, parce qu'en fait, nous, on a des projets qui sont quand même assez gros, et
on peut pas couper à avoir une phase de design. On peut pas couper à avoir un chef de projet qui va segmenter, qui va faire des périmètres et qui va dérouler en fait un projet digital comme on le fait au final dans le dev traditionnel, quoi. Donc dès qu'on atteint en fait des projets plus gros, on est obligé au final de reprendre ces notions de design thinking en amont, de design, de conceptualisation, avec peut-être des maquettes aussi en amont, avant qu'elles soient du coup intégrées directement dans les outils no-code. Ok. Et par exemple, tu parlais des spécifications. Comment, je sais pas, est-ce que là-dessus, est-ce que c'est un document Word, est-ce que c'est des pages de texte, est-ce que c'est des logigrammes, des diagrammes, je sais pas, enfin ça m'intéresse, je sais pas si ça parlera aux gens, mais voilà, moi je suis curieux de savoir un peu. En fait on fait tout sur Airtable. Ok. Donc on fait toutes les specs sur Airtable, on fait des tests aussi, on fait tous les tests sur Airtable en amont, et après tout ce qui va être maquettage et spec plus visuel, là on va plutôt utiliser Miro par exemple, qui permet de faire en fait tous ces types de documents différents en une seule et même en un seul et même outil, donc c'est plutôt pas mal. Vous utilisez l'intégration de Miro dans Airtable ou... Non, je sais pas. Enfin, parce que je l'ai vu dans la liste des apps, mais j'ai jamais utilisé Miro. On l'utilise pas, l'intégration. On fait juste un lien vers le Canva Miro. Mais ça marche très bien. Ouais. Il faut pas toujours être dans la surenchère des plugins et compagnie. Ok, donc une fois que le projet est bien cadré, bien spécifié, comment se passe justement la transition avec le maker? Ça, c'est la première question. Et après, deuxième question, aussi, comment se passe l'implication du client là-dedans? Enfin, voilà, un peu la vie pas la vie du projet, la vie vraiment de la partie, la réalisation, quoi, l'implémentation, j'ai envie de dire. Ouais, pour ça, on est sur de l'agilité totale. Donc, on essaye de coller au maximum aux notions de continuous development. Je sais pas si ça te parle. C'est dans le manifeste agile initial. C'est l'idée de pouvoir, dès qu'on met en place, dès qu'on implémente une nouvelle fonctionnalité, l'idée c'est de se dire de laisser libre le client, de dire ok maintenant je veux la mettre en ligne, quoi. L'idée c'est que c'est le client qui décide un peu quand est-ce qu'il veut pusher en ligne ces différentes choses qu'on met en place. Donc ça veut dire que dès qu'on fait une feature, dès qu'on met en place une feature, on la design, on la met en place, on la teste et on la valide avec le client. Donc on est vraiment hyper modulaire en termes de features pour fonctionnalité. Fonctionnalité, ouais. Ça, c'est notre petit au cas où il y a des gens qui sont pas dans l'écosystème. Et voilà, donc l'idée c'est d'être agile le plus possible. Le no-code permet aussi de faire ça, donc de le permettre, j'ai envie de dire même plus encore que le code, quoi. Exactement. Donc, être agile ne veut pas forcément dire être rapide. C'est pas forcément le cas, mais en tout cas, ça veut dire que on est toujours en contact avec le client et on est toujours en mesure de lui dire comment on avance et s'il veut, mais après ça dépend complètement des clients. Et si c'est possible, il peut même choisir aussi qu'est-ce qu'il veut avoir en feature, en fonctionnalité. Quelle est la prochaine fonctionnalité à mettre en place sur l'outil, quoi. Il peut être impliqué dans la priorisation un peu de tout ça. Ouais. Ça c'est hyper important, ça évite de faire les choses pas dans le bon ordre et surtout pas dans le bon ordre pour avoir des feedbacks, des retours des utilisateurs après du projet final. Oui, mais ça justement c'est hyper important parce que par exemple on utilise Maze pour tester. Ça c'est comme un labyrinthe, MAZE. Okay. C'est un outil qui permet de faire tester et d'impliquer les utilisateurs finaux de la solution dès le début. Donc l'idée c'est dès qu'on a des premières specs, des premiers écrans quels qu'ils soient, c'est de les faire tester à l'utilisateur. En fait, c'est plus qu'un prototype Maze parce que ça ressemble un peu à un Typeform. Donc en fait, on a des questions
à gauche et on a les écrans à droite. Et dans les questions, on est libre de poser les questions qu'on veut. Et donc, on dit à l'utilisateur, bah voilà, tiens, voici l'interface. Là, il faut que tu fasses ça. Par exemple, il faut que tu ailles créer et générer une facture. Parce que son métier dans la société, c'est de faire ça, par exemple. Et du coup, il va tester, il va utiliser l'interface. Et il y a un enregistrement qui est fait, donc on peut voir les clics ratés, là où il aurait dû cliquer et là où il a cliqué, et en fait ça permet d'avoir tous les retours sans même qu'il ait besoin de dire voilà, moi j'aurais préféré que ce soit là. En fait on le voit directement à sa manière d'utiliser l'interface, quoi. Ok, ça c'est hyper intéressant comme outil, et c'est vrai que ça c'est vraiment dans la conception centrée utilisateur, quoi. Dans cette approche-là, c'est important aussi d'avoir la bonne méthode pour faire ça, et aussi les bons outils, quoi. Finalement, ça aide à ça. Ok, donc tu nous as parlé un peu des différents outils. Donc globalement, de toute façon, on a bien compris que vous étiez un peu agnostique finalement des outils. Vous avez envie d'avoir toujours accès aux meilleurs experts, aux bons outils pour le projet du client, quoi. Finalement, c'est ça, plutôt que se spécialiser. Enfin, vos experts sont spécialisés, mais vous laissez le choix de répondre au client avec le meilleur outil possible, quoi. Ça, je pense que c'est une bonne approche. J'avais une question par rapport par rapport à la collaboration avec des développeurs, éventuellement, développeurs traditionnels, j'ai envie de dire, par rapport à du code. Est-ce que ça vous arrive de mettre du code dans vos projets ? Si oui, de quelle manière ? Enfin, voilà. Mais complètement. On n'est pas là à se dire il faut qu'on fasse tout en no-code parce que notre positionnement il est no-code. Si on se rend compte que pour développer ou pour avoir juste tel module en plus, et en fait plutôt que de trouver une solution de contournement à créer 20 calls API, et en fait on a juste à créer un petit script en JavaScript par exemple ou autre, on va le faire. On va pas y couper et ce sera dans l'intérêt de tout le monde, de nous, du client, des makers. Donc on peut tomber, on va dire, à 80% ou 90% no code et 10-20% de code si on en ressent le besoin et que ça fait sens dans le projet, ouais. Non, c'est marrant parce que la manière dont tu l'as formulé, ça me fait prendre conscience d'un truc. On a souvent tendance à dire, quand on parle de ce sujet code versus no-code, de dire ça va épargner aux développeurs, le no-code, souvent plein de choses chiantes à faire, etc. Et en fait, peut y avoir la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que des fois, le code, quelques lignes, ou un script, un truc un peu bien fait, peut épargner beaucoup de souffrance, entre guillemets, à un no-codeur ou à une no-codeuse, quoi. Vous faire des trucs. Des fois, il y a des choses, c'est vrai, j'ai pas forcément un exemple là qui me vient en tête, mais qui peut être très compliqué à faire dans Bubble ou dans Integromat ou je sais pas, alors que ça sera quelques lignes de code avec la bonne librairie ou je sais pas. Ouais. Donc, un bon point. Il faut aussi... que l'un ne va pas sans l'autre et on veut surtout pas opposer code et no-code. Pour nous, ça va ensemble. Bien sûr, mais je pense que beaucoup de gens, on en parlait un peu avant l'enregistrement, mais beaucoup de gens, et surtout du côté des développeurs, ratent vraiment cette formidable opportunité de collaboration, à mon avis, qui est entre les deux. Mais je sais qu'elle va venir, elle va se répandre, on en parle. Et côté no-code aussi, il y a des gens qui sont là, je veux pas avoir de codeurs et de no-codeurs. Et puis il y a des gens qui sont plus dans l'approche low-code. Bon, après, ça, on peut débattre sur les mots, mais en tout cas, voilà, il y a une vraie, à mon avis, collaboration et qui peut être très saine, je pense, quand chacun est un peu dans son truc, quoi. Tu vois, où le code, il est dans... C'est pas, on mélange pas trop les deux, mais ça se complète bien, quoi. Moi, en tout cas, ça, c'est ma vision, quoi. Est-ce que tu as quelques exemples peut-être de projets que vous avez fait dont tu pourrais parler, qui seraient un peu emblématiques pour des clients on en a plein, donc je sais pas trop lequel choisir. Où il y a peut-être, je sais pas, une spécificité technique ou je sais pas, où vous êtes fiers, tu vois. Après, il y a des choses qui sont pas forcément visibles, tu vois. C'est-à-dire que peut-être vous avez fait des choses qui sont, je sais pas, dans le back-office d'une boîte, mais... Un projet qui est assez intéressant parce que c'est un des premiers qu'on a fait. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler. C'est celui pour le cabinet d'avocats.
C'est un des tout premiers projets. Et en fait, c'est justement ce que je disais au début, où on savait pas si on allait pouvoir le faire ou pas. Et ce qu'on a construit, c'est un système de gestion de facturation pour le cabinet d'avocats, avec saisie des temps par tous les collaborateurs et les avocats associés. Et pour ça, on a utilisé Airtable, Stacker, Integromat, et d'autres outils aussi. En tout, on arrive à 9 outils qu'on fait communiquer ensemble. Donc ça commence à faire beaucoup. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a créé du coup un système où chaque avocat peut saisir ses temps. Et en fait, on fait tous les calculs derrière sur Airtable pour justement traduire ça et pouvoir le transformer selon une hiérarchie de dossiers, de clients en des factures. Okay. Voilà. Et ce projet, c'est un peu le plus emblématique qu'on ait eu, parce que c'est là où on se demandait si on allait pouvoir le faire. Et au final, avec je sais plus quel outil on avait utilisé pour faire la génération de PDF, mais on a un process au final hyper fluide, que ce soit pour les end-users, les utilisateurs qui viennent saisir leur temps, pour l'assistante comptable qui vient générer les factures, et pour les clients derrière. Et voilà, Comment ils faisaient avant ? C'est tout à la main. Avant, c'était une belle histoire, une grande histoire. Avant, ils avaient un logiciel asynchrone sur serveur. Donc, quand ils venaient saisir leur temps, en fait, ils saisissaient à chaque fois le nom de l'entreprise pour laquelle ils travaillaient. Sauf que s'ils la saisissaient pas exactement avec l'accent, l'apostrophe, et ça crée une nouvelle entrée, une nouvelle entreprise, par exemple. Ouais, ok. Donc c'était vraiment l'enfer pour eux, et on est parti vraiment de très très loin, et pour avoir une donnée un peu chiffrée, quanti, ils avaient toujours 3-4 mois de retard sur l'émission des factures. Okay. Et là, en 2 semaines, ils peuvent la faire partir avec tout le process de validation de la facture auprès de l'associé, l'avocat associé qui valide du coup toutes les factures qui partent avant qu'elles soient émises au client. Okay. De tout le process, quoi. C'est hyper intéressant parce que non seulement, donc j'imagine, ils ont gagné du temps et surtout de la fiabilité dans la réalisation du process, mais en plus, ce que tu dis, des fois on n'y pense pas forcément, c'est qu'ils ont gagné du temps aussi dans le délai. Donc par exemple pour leur trésorerie, etc., j'imagine que ça a un impact considérable, quoi. Ouais. C'est-à-dire si tu es capable de facturer dans le mois qui suit plutôt que 4 mois plus tard, c'est quand même un décalage. Après, il faut encore que les gens te payent, etc. C'est quand même un sacré impact, quoi. Bah oui, en plus on a mis en place le système de relance automatisée. Si jamais le paiement n'arrive pas, et on peut l'assistant comptable peut renvoyer une facture. Elle a juste à cliquer sur un bouton. Et surtout, tout est traqué. C'est-à-dire que quand le mail de la facture au client part, avant en fait ils avaient des clients qui leur disaient non mais j'ai jamais reçu la facture, et là en fait on peut leur prouver par A plus B que si, et ça a été ouvert à telle heure. Donc il y a c'est pour dire qu'ils partaient d'assez loin. Ouais. Ok, bon, super, non, c'est un très bon exemple, et surtout c'est un bon exemple en plus de no code, vraiment dans l'automatisation, la productivité. Enfin, nous, on est très sensible à ça chez Contournement parce qu'on pense que c'est là où il y a la vraie révolution, quoi. C'est super de faire des marketplaces, des choses comme ça avec Bubble, mais à mon avis, vraiment, le marché, il est aussi beaucoup là-dedans. Mais ça, je pense que vous en êtes tout à fait conscient. Quelle est un peu votre feuille de route, j'ai envie de dire, un peu en tant qu'Allegria, puis vos priorités un peu là dans les mois à venir, ou projets, enfin... Voilà. Le recrutement. Ouais. Ça, c'est un gros sujet. On a une vingtaine de postes qu'on va ouvrir là. Okay. On va recruter une vingtaine de makers déjà. Okay. Et puis dans les postes plus internes, on va monter une équipe innovation pour justement être tout le temps à l'affût des dernières mises à jour, des dernières nouveautés, de tous les outils, et justement pour permettre aux makers aussi de rester en veille constante là-dessus. Ça, c'est un gros sujet. Et puis, donc, on va se structurer. Là, dans les prochains mois, on va trouver des nouveaux bureaux.
comme ce que je te disais tout à l'heure. Il faut pour accueillir tous ces gens. Alors même si j'imagine qu'il y a des gens aussi qui seront en remote. Est-ce que vous prenez j'imagine notamment dans les makers, des gens complètement en remote qui seraient pas du tout... Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Les makers, aujourd'hui, ils sont à 100%, ils sont tous indépendants. Mais à terme, il y en aura 50% qui seront internalisés, donc en CDI chez Allegria, et 50% qui resteront indépendants. Là, l'idée, c'est que nous, en fait, on se base vraiment sur les envies et les disponibilités des uns et des autres. C'est-à-dire que si on va démarrer, par exemple, en freelance avec un maker, et si jamais il veut, ça se passe bien et qu'il veut de la stabilité et qu'il veut se mettre en CDI chez nous, c'est quelque chose qu'on peut lui proposer tout naturellement, et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette répartition-là entre les deux. Ok, donc ça c'est vraiment important. C'est en plus une des questions que j'avais oublié de te poser par rapport au contrat, etc. Donc ça c'est bien que tu le précises. Ok, écoute, l'appel est ouvert. Alors pour les makers potentiels, comment on fait d'ailleurs pour postuler chez vous? C'est sur le site, il y a un formulaire que tu disais tout à l'heure. C'est sur le site web, c'est tout en bas du site. Ok. Qui est très sympa d'ailleurs, votre site web. Vous avez même eu un prix d'ailleurs pour ça. Félicitations. On a eu 2 prix. 2 prix, awards. Okay. Merci. Écoute, on a encore un petit peu de temps, donc c'est très bien. On va pouvoir aborder un sujet qui, je sais, te tient à cœur et que on voulait aborder, qui est un peu la question vraiment de la place des femmes dans la tech en général, aussi un petit peu dans le no-code, même si cet écosystème est un peu naissant. Alors il faut aussi que les choses se structurent, mais c'est bien d'en parler dès le début. Et un peu, quelle est l'opportunité finalement par rapport à... On sait qu'il y a un vrai problème dans la tech, il y a aussi déjà des initiatives par rapport à ça, mais qu'est-ce que le no-code peut apporter là-dedans, finalement? Le no-code, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'idée initiale, c'est que ce soit plus accessible. Par le biais technique. En fait, on peut s'affranchir de ce biais-là, et l'idée, le message que je veux porter, c'est de dire que même, les personnes qui sont issues du monde du web, mais pas forcément techniquement parlant du développement web, de tout ce qui va être intégration, programmation, mais plutôt des métiers, par exemple du marketing web, de tout ce qui va être copywriting, graphisme, design, et en fait que toutes ces personnes-là, tous ces corps de métier aujourd'hui peuvent devenir des makers. Et ça c'est super important, et même je pense que demain n'importe qui vraiment qui est issu de toute autre industrie et qui n'a aucune compétence en fait là-dedans, si elle s'y met, elle peut, c'est accessible aujourd'hui, c'est plus obscur, on va dire, comme ça pouvait l'être. C'est beaucoup plus facile parce que justement il y a toujours cette notion d'abstraction qui fait que on peut plus facilement venir comprendre les notions. Ça n'empêche pas qu'il faudra toujours savoir comment est fait une application. C'est-à-dire que une application, elle est composée d'une interface homme-machine, de données structurées dans une base de données, et de workflows d'automatisation qui font que qui disent que quand il se passe ça, alors il va se passer ci. Et ça, c'est des 3 points clés de la création d'une application, et on n'y coupera pas. Il faut connaître ça, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus facile à concevoir et à maîtriser que de devoir coder ou de devoir comprendre même des librairies et de les mettre en place. C'est plus accessible dans tous les cas. On sait qu'il y a beaucoup d'autocensure de toute façon. Une des problématiques principales, en tout cas, on va dire dans le développement traditionnel, etc., c'est un truc qui est que en France, ou je sais pas, même partout dans le monde, on a dit aux petites filles qu'elles seraient jamais bonnes en maths, et qu'en plus le code c'est des maths, etc. Il y a une espèce de truc comme ça qui se propage, qui est con à tous les niveaux, et tout le monde peut devenir développeur potentiellement s'il en a envie. Et je pense que c'est encore plus vrai dans le no-code, Donc clairement, et moi je pense même que après tout le monde n'a pas besoin de devenir développeur, mais je pense que le no-code peut être aussi une passerelle, comme tu dis, comme c'est plus accessible, comme c'est une abstraction qui est visuelle, on peut faire peut-être moins peur aux hommes et aux femmes, sont pareils, et pourquoi pas pour ceux qui ont envie de continuer après aller sur du code aussi,
ou allier les deux ou faire ce qu'on veut, quoi. On parle beaucoup de tout ce qui va être syndrome de l'imposteur, et c'est un gros sujet, et on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est vrai que il faut se dire que le no-code, c'est une porte d'entrée et qu'il faut pas s'auto-censurer, il faut tester, et voilà, enfin, la vie, elle est faite de tests, d'échecs, de se relever, et ça vaut pour tout le monde, et c'est hyper important, que pour les femmes, on se dise que c'est accessible pour nous. C'est pas des métiers réservés qu'aux hommes, et on peut et on doit être plus nombreuses à pouvoir faire partie de la tech, faire partie du no-code, et participer tous ensemble à justement toujours cette idée d'émulsion aussi, parce que c'est en créant, en ayant de la diversité, qu'on pourra faire des plus grandes choses derrière. Et comment on peut faire, ça c'est une question générale, et peut-être vous, en tant qu'Allegria, qu'est-ce que vous avez des engagements par rapport à ça, des envies, je sais pas Ouais. Des projets. Carrément. Déjà, moi, à titre personnel, j'étais impliquée dans l'association Women in Games quand je travaillais dans le jeu vidéo avant. Donc là, moi, je vais me mettre aussi dans les associations de la tech, parce que je pense que j'ai aussi un message aussi à faire porter, par le fait que j'ai cofondé l'agence, et je pense que ça pourra parler aussi à même des jeunes filles. Bien sûr, donc ça passe par il y a plusieurs types d'actions, mais il y a des actions concrètes qu'on peut faire qui vont avoir un impact à l'instant T, mais si on veut que ça change, et c'est déjà en train de changer, donc d'ici quelques années on verra déjà le changement s'appliquer, mais ça passe par l'éducation, donc ça passe par aller dans les collèges, dans les lycées, parler aux jeunes filles en leur disant justement que c'est quelque chose d'accessible, que c'est fait pour elles peut-être si ça les intéresse, mais que c'est pas réservé. Donc moi je m'y suis mis très tôt, à 11 ans, et si j'avais pas eu les jeux vidéo aussi pour me mettre là-dedans, peut-être que j'aurais fait quelque chose qui n'a rien à voir, et peut-être que je me serais dit que c'est pas fait pour moi en fait, le web, que c'est trop compliqué ou autre, mais c'est pas le cas en fait. Bien sûr, mais ça c'est important, c'est un des moyens d'inspirer les gens, et les hommes, les femmes, mais c'est d'avoir des rôles modèles, et de présenter des choses. Donc ça, je pense qu'il faut faire des choses. Nous, on aimerait bien aussi faire des choses en tant que contournement là-dessus, autour des no-codeuses, etc., mettre en avant. Mais je pense qu'il faut s'y mettre à plusieurs, quoi. Clairement, c'est clair. Personne ne peut porter ça seul. Ou s'il y en a qui ont les moyens, tu vois, peut-être que vous aurez les moyens aussi. C'est ça aussi bien quand on fait quelque chose qui a une plus grande ambition, c'est qu'on peut avoir plus de moyens, quoi, et plus de portée. Et donc il faut faire ces choses-là. Et il y a pas mal il commence à y avoir des gens qui prennent la parole sur le sujet. Moi, j'ai reçu des femmes sur ce podcast là-dessus. On en a parlé, mais maintenant il faut voir comment on peut aller plus loin, quoi. J'ai commencé à parler à 50 in Tech, justement sur ces sujets-là, et puis on va faire partie de leur regroupement. Ça passe aussi par poster des annonces sur ce genre de plateforme à destination des femmes. Avec Soraya de Minsar, on en parle beaucoup aussi, et elle porte beaucoup le message. Bien sûr. Donc tout ça en fait partie, et il faut qu'on soit plus nombreux et plus nombreuses à porter ce message-là. Ouais. Et est-ce que vous allez... c'est un truc qui est pas facile avec le fait d'utiliser le mot maker, c'est que du coup, vous êtes obligé de franciser le truc et de dire makeuse. Je sais pas du coup dans votre communication si vous le faites ou pas. Ça, c'est un peu le problème avec les mots anglais qui ont pas de genre, quoi. Mais voilà, je pense que, mais effectivement, au-delà de ça, des mots, essayer de faire un effort délibéré, peut-être d'aller chercher des no-codeuses. Ça, c'est indispensable. Et en même temps, c'est pas évident, tu vois. Moi, je vois bien, et c'est malheureux, mais dans la communauté, il n'y a pas du tout assez de femmes. Non. Et on n'a pas de stats, je pense qu'il y en a un peu plus que ce qu'on pense, parce que moi je pense que j'ai aussi un préjugé très négatif, et j'espère qu'il y en a plus que ce que je pense. On n'a pas de stats sur le Slack, évidemment, et c'est normal et bien aussi, mais je sais pas, je saurais pas dire. Je sais qu'il y a un channel d'ailleurs qui est dédié, du coup que j'ai pas rejoint. Il y a un channel No Code Woman, je crois. Ah, j'étais même pas au courant. Qui est peut-être un peu, je crois qu'il est public, mais qui est pas très, du coup. Ah ouais. Faudrait que j'aille faire un tour. Ouais, il faudrait que je regarde. Mais c'est ça qui est pas facile, je pense, c'est de fédérer aussi.
Ouais, le souci en fait de fond, c'est que les personnes qui font partie déjà de la communauté du no-code, c'est des personnes qui ont pris l'engagement, qui ont pris l'initiative en fait de s'intéresser à ce sujet-là. Et bah on va dire peut-être que je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais 95% ou 90% ce sont des hommes. Il y a très peu de femmes et encore moins dans notre communauté de makers. Chez Allegria, aujourd'hui, on n'est pas encore assez structuré pour que je puisse donner des stats, mais on a vraiment trop peu de femmes. Mais c'est aussi parce que on n'a pas encore mené d'action directement à destination des femmes. Et justement, je pense que ça passe par ça, parce que si on reprend des notions marketing, inbound, outbound, en fait, en inbound, aujourd'hui, c'est justement pour ça qu'on fait de l'évangélisation, mais la plupart des personnes sont des hommes, mais inbound, c'est en menant. Donc les gens qui vous contactent, tu veux dire. Enfin, ouais, c'est ça. C'est les gens qui prennent d'eux-mêmes l'initiative de venir postuler ou de s'intéresser tout simplement au sujet du no-code. Et l'outbound, ça va être toutes les actions qu'on va pouvoir mener pour justement parler à des personnes qui n'en avaient pas conscience, qui n'avaient aucune idée, peut-être même que ça existait, ou des opportunités qu'il pouvait y avoir. Et je pense que c'est par justement ces actions qu'on va mettre en place que là, on pourra attirer des talents féminins. Ouais, il faut aller les chercher, et puis il faut aller aussi les former, même celles qui ne sont pas encore intéressées au no-code. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce que, comme tu le précisais tout à l'heure, vous avez aussi des impératifs de projets, de clients, et on peut pas oublier ça. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est important d'essayer de... je vois en tout cas que vous avez bien ce sujet en tête, et que c'est essayer de faire quelque chose par rapport à ça. Écoute, tout ça c'est hyper intéressant. Je vérifie que j'ai rien oublié, pas mal de choses qu'on a. On a vraiment parlé de plein de choses super, très différentes aussi de ce qu'on a évoqué avec Francis, et c'est intéressant parce qu'on voit bien à quel point aussi vous complétez. Et puis peut-être qu'un jour j'aurai aussi le troisième. Thomas, parce que vous avez aussi un CTO, c'est ça qui est... Non, COO. COO, pardon. Thomas, il se charge donc des opérations, des projets qui sont en production, donc d'assurer le respect qualité, délai, livraison. Donc c'est un peu le NPL++. Qui est tout en haut de la pyramide. Mais tu vois, comme quoi, moi j'ai un biais, parce que du coup, je savais que c'était un homme, donc je me suis dit ça doit être le directeur technique, tu vois. Ah. C'est pas, non. Je me le suis pas dit spécialement, mais tu vois, la confusion vient peut-être de là. On va pas faire trop de. Mais je crois il me semble avoir lu hier que 99% des CTO sont des hommes. Ouais, j'imagine, malheureusement. Ouais. Mais donc vous avez pas de CTO finalement. On n'a pas de CTO, non. C'est pas un rôle, mais ce qui a du sens par rapport à votre organisation, justement, ce que tu nous as décrit, quoi. Et écoute, c'est super intéressant. Voilà, une dernière question, deux dernières questions. Première question, c'est toi, si tu avais, à titre, on va dire, plus personnel, un projet, un side project à faire en no-code, qu'est-ce que ça serait, puis avec quelle techno? Alors, je pense que ce serait un jeu vidéo. Mais alors la techno, je saurais pas dire, parce que Unity se met pas mal pour faire. Unity, c'est un moteur de jeu vidéo et Unreal Engine 4 ou 5 maintenant, je crois qu'il y a 5 qui est sorti, qui permettent, qui entrent aussi dans le no-code. Ils commencent à s'y mettre, et dans le no-code il y a Buildbox qui est déjà un peu plus connu dans le monde du no-code, vraiment pour faire des jeux vidéo. Après, j'ai pas regardé assez dans le détail pour savoir le type de jeu qu'on pouvait faire avec Buildbox, mais moi c'est après ce serait pas un side project, du coup ce serait un vrai projet donc un peu plus gros, mais ouais, moi ce que c'est par le jeu, je pense qu'on peut faire plein de choses, et justement c'est ça qui me plaît aussi. Et le jeu vidéo, c'est un multimédia, parce que ça mélange de la scénarisation, de l'image, de l'esthétisme, de l'audio, de la musique. Donc en fait, il y a tout. Et on peut porter des messages à travers un jeu aussi. Et donc, c'est intéressant. Est-ce que tu connais Celeste Story de notre ami Pierre? C'est un outil no-code aussi, français, pour faire des jeux vidéo. Ah, c'est les stories, oui. Des serious games, des jeux plus narratifs, quoi. Buildbox, c'est plus des jeux un peu arcade. Ouais, c'est plus ultra casu, Buildbox. Mais Pierre, je crois que je l'avais rencontré quand je travaillais au syndicat national du jeu vidéo. Ah, ok. Ouais.
Parce que ça, c'est à mon avis, c'est un truc où, enfin, moi je trouve que ce qu'ils font est super. Après, j'ai pas forcément moi de cas d'usage pour l'utiliser, mais peut-être que vous aurez des clients qui vous demanderont des serious games, des choses comme ça, pour être cool, quoi. Ouais. Bah, il y a, au niveau des serious games, il y a eux, et puis il y a aussi James Bang, qui est un studio avec qui on parle aussi, qui fait des. Ah, eux, c'est un studio, alors, d'accord. Eux, c'est un studio, ils font des jeux. Mais ils sont en train de mettre en place justement un système pour faire des jeux en no-code. Et ils ont 3 gammes dans les jeux qu'ils font. Ils ont du no-code, low-code et code traditionnel. Ok. Ouais. Ah, écoute, je regarderai ça alors. Il faudrait que tu... James Bang. Ouais. Non, c'est ok. James Bang. Il faudrait que je regarde ça. Super. Et ben, écoute, merci pour tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, tu es sur le Slack de No Code France, évidemment. Ouais. Où est-ce qu'on peut te suivre? D'ailleurs, comment une question aussi un peu plus générale, comment est-ce que vous documentez chez Allegria des choses que vous faites? Enfin, voilà, on va dire quels sont les canaux d'Allegria et puis les tiens plus personnellement, quoi. Ouais, alors moi, je suis un peu partout, sur Clubhouse, sur Twitter, sur Instagram. Généralement, il suffit de taper mon prénom et mon nom et puis on me trouve assez facilement. Okay. Je mettrai les liens de toute façon. Ouais. Donc voilà, et puis après sinon, il y a ma bio qui est disponible sur le site d'Allegria pour en savoir. Bon, pas plus que ce que j'ai dit là, mais du coup... S'il y a encore d'autres choses à savoir. Il y a peut-être d'autres choses qu'on sait pas, qui sont écrites dessus. Et puis voilà, après, Allegria, on s'est mis sur Twitter, là, la semaine dernière. On n'y était pas encore. Ouais. Donc, on vient tout juste de créer le compte. Et puis, sinon, là où on pourra me retrouver aussi, ce sera sur Twitch. Parce que l'idée aussi de Twitch, c'est de pouvoir parler, parce qu'en fait, on a les entreprises d'un côté et puis les makers de l'autre, et donc ce sera de présenter à la fois des cas d'usage, des problématiques réelles des clients, et comment est-ce qu'on peut les adresser en no-code avec des cas très concrets, mais vraiment orientés aussi business entreprise. Super, voilà. Écoute, ça on regardera. D'ailleurs, tu sais que tu es le bienvenu toujours le jeudi à 13h pour les émissions du No Code Game. J'espère bien que tu viendras, ou même quand vous aurez aussi les gens là de votre cellule d'innovation. J'espère que vous nous ferez profiter un petit peu de notre veille, de votre veille, pardon. Et puis si jamais aussi vous voulez streamer sur la chaîne de No Code France, ça c'est possible aussi, puisque le but c'est vraiment qu'elle soit ouverte à tout le monde dans la communauté. Moi je crois vraiment au Twitch No Code, quoi. Je sais pas, peut-être que c'est une lubie et que ça me passera, mais je crois vraiment qu'il y a un truc à faire, parce que déjà s'il y a des développeurs sur Twitch, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des no-codeurs, parce qu'en plus c'est tellement visuel. Enfin bon, ça on a passé 1 heure à le dire, mais vraiment pour moi c'est hyper adapté, quoi, franchement. Et puis c'est peut-être là qu'on va trouver des jeunes femmes. Bah complètement. Et puis s'il y a de l'ASMR sur Twitch, pourquoi pas du no-code, hein, donc C'est ça, exactement. Ouais. Non, c'est clair. Et écoute, merci beaucoup. Et puis à très bientôt alors sur tous ces canaux. Merci à toi. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No Code France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous nous disiez ce que vous avez pensé de l'épisode, et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils no-code, si c'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert, ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.